Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une très belle séance, 0,86%. Ça n'a rien à voir, mais j'aimerais quand même vous dire que je lis de plus en plus d'articles disant que c'est vers l'Europe que les gérants de fonds commencent à se tourner, étant donné qu'ils considèrent que le rendement des marchés européens pour ces prochaines années devrait être supérieur à celui du marché américain qui a énormément progressé. Je glisse ça au passage, hein, je dis simplement ça au cas où ça pourrait vous intéresser, mais peut-être que ça c'est justement une des explications à la hausse en cours. Nous avons, parce qu'il faut toujours faire ça, même si je viens de dire ce que je viens de dire, faire un tour du côté des marchés américains, parce que c'est comme ça, c'est eux qui dirigent. Et le SP500 a connu une belle séance, 0,61%, qui permet au même SP500 d'établir un record. Hein. Alors ça s'est joué à un point près, à mon avis, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on n'a pas clôturé au-dessus, mais on a bien inscrit un plus haut historique sur le SP500 qui est extrêmement bien orienté, qui continue de saluer l'investiture de Donald Trump. Et vous avez du côté du Nasdaq aussi une très belle séance, 1,3%. En ligne droite, de manière funiculaire, on a pris quand même 7% sur le Nasdaq, mais on n'est pas sur des niveaux records pour le coup. Je reviens à mon CAC 40, et ce CAC 40 donc qui se débarrasse avec une facilité déconcertante de la petite résistance là. J'avais expliqué que je pensais pas qu'elle avait vocation à s'imposer très longtemps. Là, elle s'est même pas imposée du tout. Hein. Moi, ce que j'ai envisagé, c'est pour ça que j'avais pris une partie de mes profits. Ici, hein, c'est qu'on descende un petit peu et puis qu'on rebondisse, même pas, non. On va traverser ça comme du beurre. Et on est toujours, je l'enlève, ça sert à rien de garder. On est toujours donc en rebond, en quasi ligne droite, de 10% quasiment sur le CAC 40. Hein. Alors, je sais que j'avais dit que j'en parlerais pas beaucoup, mais il faut quand même que j'en parle un petit peu. La structure, elle est haussière. Et ce qui est intéressant, justement, c'est pour ça que j'avais fait une fixette dessus et j'ai bien compris que certains trouvaient que j'en faisais des tonnes. Ok, pas de problème. Mais l'idée, c'est que, vous voyez, on était en données hebdomadaires sur une structure haussière et malgré la baisse à laquelle on a assisté, une baisse importante hein, depuis les plus hauts qui nous a amené à perdre 14%, 15%, ça remettait pas en cause le fait qu'on était dans une structure haussière et tant qu'on ne clôturait pas en dessous de ce niveau, là, eh bien, on était en structure haussière et vous voyez, on a rebondi. Et maintenant, le schéma le plus classique, comme on est en structure haussière, c'est de revenir chercher cette zone-là. Hein. Bon, après, c'est pas pour ça qu'on va la passer. Mais voilà, vous avez exactement ici l'idée pour laquelle j'étais tellement obsédé, séance après séance, de vous montrer qu'il n'y avait rien de neuf sous le soleil et que la structure demeurait positive. En tout cas, on m'a demandé dans le CAC, dans la vidéo précédente, je crois, ou c'était un message sur notre réseau, je sais plus, comment on faisait pour fixer l'objectif lorsque l'on avait deux gaps. Il n'y a pas de règle, hein, j'ai jamais vu de règle par rapport à ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fixe un objectif entre le premier gap, quand il s'agit d'un gap de continuation, vous le savez, hein, je prends la distance parcourue avant, je reporte par-dessus, ça a été touché, ok. Peut-être même au point près aujourd'hui, quelque chose comme ça, ouais, quasiment. C'est pas une science exacte non plus. Hein. Et lorsque j'ai deux gaps, je fais la même chose, mais entre les deux gaps. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ok, parce que généralement l'objectif n'est pas assez intéressant pour que ce soit significatif. Mais plus intéressant, c'est que vous voyez que là, ça fait un T1, T2, T3, T4, T5, cinquième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est foufou. Ok, ça arrive pas tous les jours. Je sais pas comment, j'ai pas testé ça, mais c'est exceptionnel. Hein. Ça doit même pas arriver une fois tous les 5 ans. Que là, regarde, non, je regarderai. Mais c'est un signal de force incroyable qui appelle une correction, mais qui généralement incite à penser qu'après la correction, ça repartira encore. Hein. Non, moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de se produire et ça se passe du côté du croisement M7-M200. Vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, on n'en parle jamais, mais c'est pas une raison pour ne pas regarder ce qui se passe lorsque la M7 croise la M200. C'est important parce que la M7, c'est la tendance de court terme, la tendance immédiate, et la M200, c'est la tendance de long terme. Est-ce que un croisement M7-M200, nous permet de gagner de l'argent? J'ai regardé ce qui s'est passé lors des 42 dernières occurrences. Et j'ai regardé si effectivement on pouvait gagner de l'argent en pariant sur le fait que la hausse continuera une fois que le croisement M7-M200
a eu lieu. Alors, j'ai regardé la chose suivante. J'ai regardé les plus bas du cycle baissier, c'est-à-dire quand on était en dessous de la M200, là. La M7 est passée en dessous de la M200 ici. Donc les plus bas par rapport au croisement d'aujourd'hui, c'est à 10% vers le bas. J'ai regardé quelles étaient les probabilités pour qu'on fasse la même distance vers le haut, donc 10-30, et puis ensuite 20-60, une fois et deux fois. Donc R1 et R2. Alors, soyons ambitieux, hein, puisque c'est une tendance de long terme. Et voilà ce qui s'est produit dans cet exemple-ci. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas marqué, celui-là. Une erreur. Bon, bref, l'idée, c'est qu'effectivement, le croisement a eu lieu ici, là. Donc, on prend la distance au plus bas, c'était 6,77, et vous voyez qu'on a fait au mieux 13,68. Ok, ça veut dire, attendez, faire la chose correctement, c'est ici, pardon. Donc, 7,12, et on a fait au mieux 13,25. Et là, vous voyez ça veut dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection. Ah non, pardon, je dis des bêtises. C'est pas invalidé. C'est pour ça que je n'ai pas tenu compte, j'avais laissé pour plus tard et je ne suis pas revenu. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une fois la distance stop de protection, mais on n'a pas fait deux fois la distance stop de protection, mais pour autant, on n'a pas déclenché le stop de protection lui-même qui est là, donc ça court toujours. Ok, donc ça vaut pas. Ici, par contre, c'est beaucoup plus intéressant puisque ça a été touché. Le croisement M7M200 a eu lieu sur cette bougie ici, là. Le stop de protection, précisément, il est à moins les plus bas du cycle baissier, il est là. Donc ça veut dire 12,63. Et on a fait au mieux 28. Ok, donc on a bien fait une fois la distance au stop de protection et deux fois la distance au stop de protection. En fait, très souvent, on va faire trois fois, hein, mais j'ai regardé simplement deux fois. Là, pareil, vous voyez. On a fait le croisement M7, M200 a eu lieu ici. La distance au stop de protection, c'est 16, c'est 17. Et vous voyez qu'au mieux, on a fait 36, 35,9. Donc là aussi, on en fait beaucoup plus en vérité. On a fait deux fois la distance stop de protection. Et là, vous voyez, c'est une très mauvaise séquence, c'est ça qui fait baisser la moyenne. On a eu 4 mauvais signaux sur 5 ici. Ok, et c'est normal ça aussi. Alors, il aurait été peut-être intéressant de trouver, je vous invite à le faire parce que c'est bien que vous le trouviez vous-même, une façon de filtrer ça. Ok, parce que là vous avez une très mauvaise séquence qui aurait peut-être pu filtrer en regardant par exemple, en demandant qu'il y ait au moins 30 séances en dessous de la M200 avant la M7, valider en fait une tendance baissière plutôt que tout ça qui sont en fait des tergiversations. Hein. Bon, vous l'aurez compris, là ça a fonctionné très bien. Donc j'ai fait la chose, je l'ai dit 42 fois. Et là pareil, vous voyez, quand ça ne fonctionne pas, ce sont des oscillations. Et il y a des faux signaux qui auraient pu être évités si par exemple on regarde ce qui se passe. Mais il faut qu'on ait passé au moins 30 séances par exemple sous la M200. Enfin bon bref, vous avez compris l'idée. Ça fonctionne quand même. Et voilà le résultat au bout de 42 occurrences. Peut-on envisager ça? C'est bon. Je suis remonté jusqu'à 1999, donc c'est pas rien non plus. Peut-on envisager, suite au croisement que l'on a eu aujourd'hui, d'avoir au moins la même distance au stop de protection, mais vers le haut, à savoir 9,52 vers le haut? La réponse c'est oui. Ça a fonctionné comme ça 25 fois, ça a échoué 17 fois. J'ai oublié de le calculer, excusez-moi, je vais le faire avec vous. Ça veut dire 25 divisé par 42. Ça veut dire 60%. Ça fonctionne comme ça dans 60%. Donc si vous aviez parié 100 € par trade, vous auriez gagné 2500, vous auriez perdu 1700, vous auriez en tout gagné 800. Enfin, c'est un exemple. Hein. Et peut-on envisager de faire deux fois à distance au stop de protection? Là, pour les coups, ça s'effondre parce que c'est plus que 19 fois valable. Donc ça veut dire que c'est valable uniquement dans 45% des cas. Mais on gagne deux fois plus, donc c'est super rentable parce qu'on aurait gagné 19 fois 200, 3800. Moins 23 fois 100, 2300, 3800 moins 2300, ça fait 1500. C'est beaucoup plus rentable, ok? Mais bon, vous avez raison moins souvent que vous n'avez tort. Vous l'aurez compris, si vous voulez avoir raison, visez une fois. Si vous voulez gagner de l'argent, visez deux fois, ok?
Et on va donc terminer avec les trades du jour, de manière... Ah, je vous parle pas si, je vous en parle quand même, parce que j'en parle pas souvent. Les bougies Aiki sont toujours super haussières, c'est vert long sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et le 3-line break, puisque j'en parle pas régulièrement, il faut que je le fasse une fois de plus. Après un premier 3-line break, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux blocs. Donc c'est pour ça que j'adore cet indicateur. Vous le savez, sinon au niveau des autres indicateurs, j'ai rien d'autre à vous proposer. Si vous avez un biais haussier... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous savez quoi faire. Si vous avez un biais baissier, attention parce que vous êtes face à un bulldozer et puis plus on monte, plus on fait sauter les stops des baissiers et plus ça alimente la hausse. Donc maintenant, soit vous pariez au grand bonheur, au petit bonheur, la chance que ça baissera n'importe où, soit vous rentrez ici. Attention parce que je pense qu'un signal baissier serait de réintégrer les bandes de Bollinger. Là, vous pourriez faire quelque chose. C'est un accès de faiblesse. Vous voyez, quand on réintègre les bandes de Bollinger, généralement, ça baisse. Généralement, pas toujours, mais généralement, ça baisse. Donc, vous pouvez parier maintenant que ça baissera avec un objectif qui serait, par exemple, de combler le gap. Ok, ça serait commerçant, voire les deux gaps. Stop de protection au-dessus. Vous n'avez pas un ratio gain supérieur à 1. C'est peut-être un peu risqué. Ou alors, vous attendez que l'on réintègre les bandes de Bollinger et puis vous spéculez à la baisse à ce moment-là. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai produit une petite idée de trade dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube sur les matières premières. Si vous voulez regarder, peut-être que ça vous intéressera. C'est un trade de moyen terme, donc c'est pour ceux qui ont plus le temps. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.